Avez-vous déjà imaginé être trahi de la manière la plus cruelle qui soit par la personne que vous aimez le plus au monde? Pire encore, pouvez-vous imaginer être violemment agressé, jeté dans un vide mortel par votre propre fils? Le fils à qui vous avez consacré chaque minute de votre existence, pour qui vous avez sacrifié tous vos rêves. Cela ressemble à un cauchemar inimaginable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ce qui est arrivé à Donna Elsa, une femme de 86 ans, lucide mais fragile. La scène est d'une horreur absolue. Elle se trouve au bord de la piscine de sa maison, agrippée à sa canne, tandis que son fils Marcelo, un homme de 48 ans, lui crie dessus. Il veut qu'elle signe les papiers de la vente de la maison. Il veut l'argent. Et Donna Elsa n'est qu'un obstacle sur son chemin. Désespérée, elle supplie « Mon fils, pour l'amour de Dieu, l'eau, ne me jetez pas dedans, je ne sais pas nager. » Mais le regard de Marcelo est vide, froid, il ne voit plus une mère en elle. Il ne voit qu'un problème qui doit disparaître. Et puis, l'impensable se produit. Marcelo la saisit par ses frêles épaules, la soulève brusquement du sol où elle est tombée et la pousse de toutes ses forces dans le grand bassin. La caméra se focalise sur le visage paniqué de Donna Elsa, son petit corps s'enfonçant rapidement dans l'eau froide, ses mains cherchant désespérément à s'agripper à quelque chose qui n'existe pas. Elle ne sait pas nager, il le savait. Ce N n'était pas un accident, C était un acte de pure cruauté, motivé par la cupidité la plus abjecte. Mais ce que ce fils monstrueux ignorait, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est qu'il était observé. Un secret planait sur cette maison et un témoin silencieux allait bouleverser leur destin à tous. Le dénouement de cette histoire est stupéfiant. Restez avec moi jusqu'au bout, car la suite vous révoltera. Abonnez-vous à la chaîne et likez pour nous soutenir, car vous n'en croirez pas vos yeux quand la justice s'abattra sur vous. La scène à laquelle vous venez d'assister est l'aboutissement d'une longue histoire d'ingratitude. Revenons à cet instant précis, au bord de la piscine. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur l'eau, créant une scène presque paisible, sans la haine dans les yeux de Marcelo. « Tu signeras les papiers de la vente de la maison, je ne vais pas te faire vivre éternellement !» hurle-t-il, le visage rouge de rage. Donna Elsa, frêle, appuyée sur sa canne, tient à peine debout face à la fureur de son fils. Sa voix tremble, pleine de larmes. « Mon fils, c'est notre maison. C'est tout ce que ton père nous a laissé. » Tente-t-elle de le raisonner, faisant appel à un souvenir, à un sentiment qui n'existait plus en lui. Mais pour Marcelo, ces mots étaient que du bruit. La pression de sa petite amie, Brenda, et ses dettes de jeu étaient bien plus fortes. Il avait besoin de cet argent, et il en avait besoin tout de suite. « Tais-toi !» rugit-il, et d'un geste brusque et brutal, il la saisit par les épaules. Donna Elsa, âgée de 86 ans et à la mobilité réduite, n'a aucune chance. Elle perd aussitôt l'équilibre et s'écrase sur le sol de pierre, heurtant violemment sa hanche près du bord de la piscine. La terreur se lit dans ses yeux. Elle voit l'eau, elle voit l'intention meurtrière dans le regard de son fils. Paniquée, elle implore grâce. « Pour l'amour de Dieu, Marcelo, l'eau, ne me jette pas dedans, je ne sais pas nager !» répète-t-elle comme un mantra, espérant réveiller une once d'humanité chez celui qui fut jadis son enfant. Mais Marcelo la regarde avec un mépris glacial. Il la soulève brusquement, sans ménagement, et d'une poussée calculée, la jette dans la piscine. Le bruit de l'eau qui se referme sur elle est assourdissant. Donna Elsa coule aussitôt. Ses petites mains ridées battent désespérément l'eau, mais elle n'a plus de force. Elle ne sait pas nager. Elle commence à manquer d'air. Des bulles remontent à la surface, tandis que son corps fragile est englouti par l'eau bleue. Marcelo reste immobile au bord, regardant, presque comme s'il s'attendait à l'inévitable. Il ne réagit pas pour la sauver. Il voit sa mère mourir. Mais par miracle, par une intervention divine, l'aide-soignante Anna, qui a entendu les cris, accourt vers la piscine. Elle découvre l'horreur et, sans hésiter, se jette à l'eau, tout habillée. Anna parvient à attraper Donna Elsa, déjà presque inconsciente, et la ramène sur le bord. Marcelo est sous le choc, non pas pour sa mère, mais d'avoir été surpris.
Il ne comprenait pas comment le fils qu'il avait élevé avec tant d'amour était devenu ce monstre. Mais pour comprendre cette tragédie, il faut remonter loin dans le temps. Il y a des années, la vie de Donna Elsa était bien différente. Avant cette luxueuse maison avec piscine, il y avait un petit appartement et une lutte quotidienne pour la survie. Elsa est devenue veuve très jeune. Son mari est décédé, la laissant seule avec le petit Marcelo dans les bras. Elle était institutrice, mais son salaire couvrait à peine les besoins essentiels. Pourtant, Elsa avait un but, offrir à son fils la vie qu'elle n'avait pas eue. Elle a décidé que Marcelo irait à l'université. Pour tenir cette promesse, elle travaillait sans relâche. Elsa travaillait dans 2 écoles, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Et le soir venu, alors qu'elle aurait dû se reposer, elle prenait le bus pour aller nettoyer des bureaux. Elle rentrait chez elle aux aurores, les pieds enflés, les mains douloureuses à force d'utiliser des produits ménagers, tout cela pour économiser le moindre sou. Tandis que le petit Marcelo dormait paisiblement dans sa chambre, Donna Elsa était à la cuisine, corrigeant les copies des élèves jusqu'à 2 heures du matin. Elle ne dormait presque pas. Elle avait sacrifié sa jeunesse, sa santé et toute chance de nouer une nouvelle relation. Tout était concentré sur une seule chose, l'avenir de Marcelo. Elle voulait qu'il réussisse, et elle y était parvenue, grâce à l'argent durement gagné en faisant le ménage et en donnant des cours particuliers. Elle avait financé ses études de gestion. Elle avait vu son fils obtenir son diplôme, et avait le sentiment que tous ses efforts avaient apporté leurs fruits. En regardant ce diplôme, elle revoyait ses nuits blanches, ses mains calleuses. Elle ne formait pas seulement un administrateur, elle construisait un homme qui, elle en était convaincue, prendrait soin d'elle dans sa vieillesse, comme elle l'avait fait pour lui durant son enfance. Le temps passa, et Marcelo décida de créer sa propre entreprise, une petite société de construction. Il avait l'ambition, mais manquait de capital de départ. C'est alors que Donna Elsa fit son sacrifice ultime. Elle possédait un appartement, le seul bien précieux hérité de ses parents. Était sa sécurité, son unique garantie pour sa retraite. Mais, voyant le rêve de son fils, elle n'hésita pas. Elle alla chez le notaire et signa les papiers. Elle vendit le seul toit qui lui appartint vraiment et donna tout l'argent à Marcelo comme apport pour sa première entreprise. Elle abandonna son passé et sa sécurité financière pour son avenir. Auriez-vous ce courage? Seriez-vous prêt à tout sacrifier pour un enfant? Ce jour-là, Marcelo, voyant ce que sa mère avait fait, fut submergé par l'émotion. Il la serra fort dans ses bras, dans le salon de l'appartement vide, entouré de cartons de déménagement. Il la regarda dans les yeux et lui fit la promesse qui scellerait leur destin. « Maman, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es tout pour moi. Quand mon entreprise aura prospéré, tu vivras comme une reine. Je te le promets. » Et c'est avec cet argent qu'il acheta la maison où le drame s'était produit, une maison qui symbolisait sa réussite, mais acquise au prix de son sacrifice absolu. Donna Elsa le crut. Elle crut chaque mot. Elle emménagea avec lui dans la nouvelle maison, pensant pouvoir enfin trouver le repos, protégée par le fils qu'elle avait élevé. Au début, tout semblait idyllique. L'entreprise de construction de Marcelo prospérait. L'argent affluait. Il s'achetait des voitures et fréquentait les endroits chics. Donna Elsa, désormais âgée, disposait de sa propre suite dans la maison et son aide-soignante, Anna, l'assistait malgré sa mobilité réduite. Elle était fière de la réussite de son fils, même si l'ancien Marcelo lui manquait, celui qui prenait le temps de lui parler. Le nouveau Marcelo était toujours occupé, toujours en réunion, toujours au téléphone. Il commençait à traiter sa mère comme un objet plutôt que comme la femme qui l'avait aidé à réussir. La douceur avait fait place à l'impatience. Le succès, hélas, commençait à révéler son côté sombre. Ce que Donna Elsa ignorait, c'est que le succès de Marcelo N était qu'une façade. L'argent facile l'a entraîné sur une pente dangereuse, la dépendance au jeu. Il a commencé par de petites mises, puis s'est tourné vers les tables de poker les plus chères. Et bientôt, il perdait plus qu'il ne gagnait.
L'entreprise de construction a commencé à péricliter. Il a contracté des prêts à risque pour couvrir ses pertes au jeu, mais l'effet boule de neige n'a fait que s'amplifier. Marcelo était criblé de dettes. Il était désespéré. Cet homme d'affaires prospère était en train de devenir un débiteur pris au piège. Et quand un homme est pris au piège de l'avidité, il est capable de tout. Il s'est mis à chercher une solution de facilité, une solution rapide à ses problèmes financiers. C'est durant cette période de détresse financière que Brenda fit son apparition dans la vie de Marcelo. Une jeune et belle compagne, avide de luxe. Brenda ne s'intéressait pas à Marcelo en tant qu'homme, mais à ce que son argent pouvait lui offrir. Voyages de luxe, voitures importées, bijoux. Elle n'avait aucune patience pour ses problèmes, et encore moins pour sa mère âgée, qu'elle considérait comme un fardeau. Brenda alimentait la cupidité de Marcelo. Elle commença à percevoir son besoin urgent d'argent et entrevit une solution évidente, la maison. La maison valait des millions, et le seul obstacle à la vente était Donna Elsa. Brenda se mit à manipuler Marcelo jour et nuit. La pression était incessante. « Débarrasse-toi de cette vieille femme, Marcelo », lui répétait-elle dans la piscine, celle-là même où le drame S était produit. Elle a trop vécu. Vends cette maison maintenant ou je te quitte. Tu vas rester là, ruiné, à t'occuper d'elle? Le choix qu'elle lui imposait était cruel. Tu la préfères, elle ou moi? Pour un homme faible, dépendant et déjà corrompu par l'argent, les paroles de Brenda sonnaient comme un ordre. Elle lui fit croire que Donna Elsa était l'obstacle entre lui et la vie de luxe qu'il désirait tant. Elle le monta contre sa propre mère. L'amour qu'il avait autrefois éprouvé fut remplacé par du ressentiment et une cupidité sans bornes. Le mal était semé. Marcelo ne voyait plus Donna Elsa comme la mère qui l'avait élevée. Il la considérait comme un fardeau financier, la responsable de ses dettes, le frein qui l'empêchait de voyager avec Brenda. Chaque fois qu'il la regardait, il ne voyait plus le sacrifice, mais l'argent qui dormait. Les cris commencèrent. L'impatience se mua en agressivité. Anna, l'aide-soignante, commença à remarquer ses cris et la façon dont il traitait sa mère en cachette. Il voulait la forcer à signer les documents de vente, ignorant les clauses légales qui l'en empêchaient. La pression de Brenda et celle des huissiers le rendaient fou. Il lui fallait une solution radicale. Nous en revenons donc à cet après-midi fatidique. Ce Marcelo au bord de la piscine N était plus le fils de Donna Elsa. C était un monstre, fruit de l'avidité, de la dépendance et de la manipulation d'une inconnue. Il ne cherchait pas à convaincre sa mère, il cherchait à éliminer le problème. En la saisissant, il ne touchait pas la femme qui lui avait donné la vie. Il s'emparait du dernier obstacle qui le séparait de l'argent. Cette poussée haine n'était pas un accès de colère passager. C était une tentative calculée de résoudre tous ses problèmes d'un coup. Il avait besoin qu'elle disparaisse. Et au plus profond de son esprit malade, il pensait que si elle glissait et tombait, personne ne saurait jamais la vérité. Mais il se trompait lourdement. Chers amis, je dois faire une pause. J'ai le cœur lourd en racontant cette histoire. J'ai même du mal à continuer. L'histoire de Donna Elsa est le portrait d'un sacrifice que beaucoup d'enfants, malheureusement, oublient. Une femme qui a sacrifié sa propre vie, qui nettoyait les sols de bureaux aux aurores, qui a vendu le seul toit qu'elle possédait, l'appartement hérité de ses parents, tout cela pour voir son fils heureux, tout cela pour réaliser son rêve. Et la compensation qu'elle reçoit est qualifiée de fardeau et jetée dans une piscine pour qu'elle s'y noie. C'est scandaleux. Si cette partie de l'histoire vous a déjà indigné, si vous aussi vous êtes touché par le sort de Donna Elsa, faites ceci. Aimez cette publication maintenant. Aimez-la pour soutenir notre travail et montrer que vous êtes du côté de la justice dans cette histoire. Et je profite de cette occasion pour savoir d'où vous suivez cette histoire absurde. De quelle ville êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aime lire les commentaires et voir à quel point ces histoires sont suivies. Savoir que des gens partout au Brésil, et même à l'étranger, suivent ces affaires me donne encore plus de force pour continuer. Car maintenant, mes amis, l'histoire va prendre un tournant,
Si vous êtes en colère contre Marcelo, préparez-vous. Il pensait avoir commis le crime parfait. Il pensait se débarrasser de sa mère, vendre la maison et profiter de l'argent avec sa petite amie. Mais il n'a pas tenu compte d'un détail crucial. La justice l'observe. Le dénouement arrive et il est implacable. Ne lui échappez pas. Et maintenant, justice est faite. Au moment où Anna saute à l'eau, le monde de Marcelo S. écroule. Il n'avait pas prévu l'intervention de l'aide-soignante. Il pensait être seul. Son premier réflexe n'est pas d'aider, mais de crier sur Anna. « Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Elle a glissé. J'allais sauter pour la sauver. » Mais Anna ignore ses cris désespérés et cyniques. Elle est concentrée sur Donna Elsa, qui tousse violemment, crachant l'eau qui a failli lui coûter la vie. La terreur dans les yeux de la vieille femme est quelque chose qu'Anna n'oubliera jamais. Elle sait ce qu'elle a vu. Elle sait que ce haine n'était pas un accident. Elle regarde Marcelo avec un dégoût qu'il n'a jamais vu sur un visage. « J'ai vu ce que vous avez fait », dit-elle, la voix tremblante de rage. Marcelo tente de maintenir la supercherie. Il court à l'intérieur, attrape des serviettes et essaie de jouer le « fils » inquiet. « Maman, maman, ça va? Mon Dieu! Oh, quelle frayeur !» Mais Donna Elsa sursaute lorsqu'il essaie de la toucher. Elle s'accroche à Anna comme si l'aide-soignante était son seul espoir, non seulement dans la piscine, mais dans la vie. Anna, protégeant la vieille dame de son propre corps, décroche son portable. « J'appelle la police, Marcelo. » Son visage se transforme. La panique remplace la colère. « La police? Vous êtes devenu fou? C'est ma mère. Elle est tombée. Vous étiez payé pour vous occuper d'elle. » « C'est de votre faute. » Il essaie de retourner la situation. Mais Anna est déjà au téléphone. « Il y a un homme qui essaie de tuer son employeuse âgée. J'ai besoin d'aide. Tout de suite. » La police arrive rapidement. 2 voitures de patrouille s'arrêtent devant la luxueuse maison. Marcelo se précipite à leur rencontre, son discours déjà préparé. « Ah, merci d'être venus, messieurs les agents. Ma mère, âgée et à mobilité réduite, a glissé et est tombée dans la piscine. C'était un terrible accident. Son aide-soignante, elle est sous le choc, elle ne sait pas quoi dire. » Il tente de faire passer Anna pour une professionnelle hystérique et incompétente. Mais les policiers sont expérimentés. Ils observent la scène, la vieille dame trempée, tremblante, agrippée à son aide-soignante, et son fils, sec, parlant beaucoup trop. Ils les séparent. Un agent parle avec Marcelo, un autre tente de calmer Donna Elsa, et le troisième s'entretient avec Anna. Donna Elsa, encore sous le choc, peine à articuler. Elle a peur. Que va-t-elle dire? Si elle accuse son fils, que va-t-il lui faire? Au commissariat, la tension est presque palpable. Tout le monde a été emmené pour les dépositions officielles. Donna Elsa est dans une pièce à part, où elle reçoit les premiers soins, tandis que Marcelo, Anna et l'inspecteur se font face dans la pièce principale. Marcelo, désormais plus calme, se sentant maître de la situation, répète sa version des faits. « Inspecteur, j'aime ma mère plus que tout. Elle est toute ma vie. J'y étais au bord du précipice. Elle a perdu l'équilibre avec sa canne. J'ai essayé de la rattraper, mais il n'y avait pas assez de temps. L'aide-soignante, Anna, au lieu de sauter, s'est contentée de crier. C'est moi qui aurais dû sauter pour sauver ma mère. » Il ment avec une conviction effrayante. Il verse des larmes de crocodile, s'essuyant les yeux secs. Il est persuadé qu'il s'en tirera. L'inspecteur, un homme chevronné, regarde Anna. « Et vous? Quelle est votre version? Monsieur Marcelo dit que vous avez été négligente. » Anna prend une profonde inspiration. Elle sait que c'est sa parole contre la sienne, et c'est son fils, le propriétaire de la maison. « Inspecteur, c'est un mensonge odieux. Il lui criait dessus, il voulait qu'elle signe des papiers pour vendre la maison. J'ai tout entendu. Quand je suis arrivé à la piscine, je l'ai vu, il l'a poussée. Il l'a jetée à l'eau en sachant qu'elle ne savait pas nager. » L'accusation plane. Marcelo se lève d'un bond. « Menteur, calomnique, vous essayez de m'extorder. Vous voulez l'argent de ma mère. Vous... » L'inspecteur frappe du poing sur la table. « Assis, asseyez-vous, monsieur Marcelo. Vous vous attirez des ennuis. » Marcelo s'assoit, mais affiche un sourire arrogant.
Il regarde Anna avec dédain. Monsieur l'agent, c'est sa parole contre la mienne. La parole d'une aide-soignante opportuniste contre celle d'un fils qui aime sa mère. Qui allez-vous croire? L'agent soupire. Il les observe tous les deux. La situation est compliquée. Madame Anna, sans preuve concrète, c'est difficile. Un cri, une bousculade. Il pourrait s'agir d'un malentendu. Le cœur d'Anna se glace. Elle voit le sourire victorieux sur le visage de Marcelo. Il pense avoir gagné. Il pense rentrer chez lui et en finir avec ce qu'il a commencé. Pouvez-vous imaginer son désespoir à cet instant? Voir le criminel sur le point de échapper? Mais Anna avait un atout de taille. La vérité était de son côté. « Des preuves, agent ?» demande Anna d'une voix ferme pour la première fois. « Vous voulez des preuves? J'en ai ?» Marcelo cesse de sourire. Son visage se décompose. « Quoi? Que voulez-vous dire ?» Anna se tourne vers l'agent. Marcelo criait sur Donna Elsa depuis des semaines. J'avais peur pour elle. J'ai installé une petite caméra de sécurité près de la piscine, au cas où quelque chose comme ça arriverait. Marcelo se blême. Une caméra? Quelle caméra? C'est illégal. Vous ne pouvez pas me filmer chez moi. C'est une atteinte à la vie privée. Elle ne peut pas être utilisée. Il panique. Il sait qu'il ait pris la main dans le sac. Son arrogance a disparu, remplacée par une peur panique. L'inspecteur ignore les protestations de Marcelo concernant la légalité de l'enregistrement. Où est cet enregistrement, madame? Anna sort une clé USB de sa poche. La voici, inspecteur. Je l'ai enregistrée ce matin avant que tout n'arrive. L'inspecteur prend le petit objet et le branche à l'ordinateur sur son bureau. Un silence absolu s'installe dans la pièce. Seule la respiration haletante de Marcelo se fait entendre. L'inspecteur clique sur le fichier. L'image de la caméra cachée apparaît sur l'écran. L'image est nette. Le son est d'une clarté cristalline. La scène décrite au début de la vidéo se déroule sous les yeux de la police. La dispute à propos des papiers. Le cri de Marcelo « Taille-toi !» Le moment où il la saisit et qu'elle tombe au sol. Et puis, l'horreur à état pur. La caméra capture le visage terrifié de Donna Elsa. Elle capte son cri de détresse. « Pour l'amour de Dieu, Marcelo, l'eau, ne me jetez pas dedans, je ne sais pas nager. » La caméra ne ment pas. Elle est impassible. Elle enregistre simplement les faits. Et les faits sont là. Marcelo, le visage déformé par la haine, la soulève brusquement et la pousse violemment dans la piscine. Il n'y a pas d'interprétation possible. Ce haine n'était pas une perte d'équilibre. Ce haine n'était pas un accident. Était un acte délibéré. Était une tentative de meurtre. La vidéo continue, montrant Marcelo debout au bord de l'eau, regardant sa mère couler. Il ne bouge pas. Il ne tente pas de l'aider. Il regarde. Le détective met la vidéo en pause au moment précis où Anna entre en courant et saute dans l'eau. Un silence pesant s'installe. Il éteint l'écran. Il se tourne lentement vers Marcelo, blanc comme un linge, tremblant de la tête aux pieds. Le détective le regarde avec un dégoût qu'il ne cherche même pas à dissimuler. « Elle a glissé, monsieur Marcelo? Était-ce un tragique accident ?» demande-t-il, la voix chargée de sarcasme et de fureur. Marcelo tente de parler, mais ne fait que balbutier. « C'est un coup monté. Elle m'a provoqué. Elle m'a fait perdre mon sang-froid. Je n'allais pas. » Il n'arrive pas à terminer sa phrase. Le masque du fils aimant s'est brisé. Le monstre était là, exposé aux yeux de tous. « Levez-vous », ordonne l'agent. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide aggravé par un mobile odieux, la cupidité, et aggravé par le fait que vous vous en êtes pris à une personne âgée, votre propre mère. » L'agent fait signe au policier posté à la porte. Ce dernier s'approche, menotte à la main. Le bruit froid des menottes qui se referment sur les poignets de Marcelo est celui de la justice. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il n'est rien. Juste un criminel pris en flagrant délit. Son arrogance a disparu et maintenant il pleure. Mais ce sont des larmes de désespoir, celles de quelqu'un qui a été pris la main dans le sac, pas des larmes de remords. On lui passe les menottes et on le soulève de sa chaise. L'homme qui se croyait maître du monde est emmené comme une bête. Alors que Marcelo est escorté hors de la pièce, clamant son innocence,
Un homme en costume fait irruption. C'est l'avocat de la famille, un homme qui connaissait le père de Marcelo et qu'Anna avait appelé dès qu'elle avait sorti Donna Elsa de l'eau. Anna savait que la dispute dépassait la simple agression. Elle savait que la maison était en jeu. L'avocat se présente au commissaire. « Docteur, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis venu dès que j'ai pu. Mais il y a une chose de plus que je dois vous dire. Il y a un détail crucial que ce jeune homme, dit-il en désignant Marcelo, n'a jamais pris la peine de vérifier. » Un silence se fait. Le dénouement allait être révélé, et il serait encore plus dévastateur pour Marcelo. L'avocat ouvre sa mallette et en sort un document. Lorsque Donna Elsa a vendu son appartement et a donné l'argent à Marcelo pour qu'il crée l'entreprise et achète cette maison, j'ai préparé les documents. L'argent N n'était pas un don, comme il le croit. C était une avance sur héritage. L'avocat regarde Marcelo, qui semble maintenant complètement anéanti. Et surtout, dans ce document que M, Marcelo, a signé sans le lire sur le moment, il y a une clause accordant à Donna Elsa l'usufruit viager. Elle a le droit de vivre dans cette maison jusqu'à son dernier souffle. Marcelo reste bouche bée. Le détective comprend immédiatement. L'avocat poursuit d'une voix ferme. Autrement dit, Marcelo, vous ne pouvez pas vendre cette maison. Vous ne l'avez jamais pu, pas tant que votre mère est vivante et qu'elle y habite. Un silence total s'installe. Marcelo a tenté de tuer sa propre mère pour de l'argent qu'il ne pourrait jamais obtenir. Il a sacrifié sa vie pour un fantasme, par pure cupidité aveugle. L'ironie est cruelle, tragique. Il a sacrifié sa mère pour un prix qui n'existait pas. Cette révélation frappe Marcelo de plein fouet. Il cesse de se débattre avec la police. Il s'effondre, réalisant l'ampleur de sa stupidité et de sa perversité. Il n'a pas seulement perdu sa liberté, il a tout perdu pour absolument rien. Et Brenda, alors, la petite amie manipulatrice, celle qui a exigé la vente de la maison? Elle attendait devant le commissariat, impatiente, le nez sur son portable, sans doute déjà en train de feuilleter des catalogues de voyage. Quand elle voit Marcelo se faire emmener menotté, escorté par 2 policiers, elle comprend tout. Elle voit, elle, échec. Elle ne voit plus l'homme riche. Elle voit le problème. Croyez-vous qu'elle soit restée pour le soutenir? Qu'elle lui ait trouvé un avocat? Bien sûr que non. Dès que leurs regards se croisent, elle se retourne, monte dans sa voiture de luxe et disparaît. Elle l'abandonne sur le seuil du commissariat sans se retourner. La loyauté achetée par cupidité ne dure que tant que l'argent est là. La scène est pitoyable. Marcelo, cet homme qui se croyait si intelligent, si supérieur, est là, menotté, abandonné par sa petite amie pour qui il avait tenté de tuer sa mère et conduit en cellule. La justice a été rapide et impitoyable. Et tout cela grâce au courage d'Anna, l'aide-soignante, qui n'était pas qu'une simple employée, mais un véritable ange dans la vie de Donna Elsa. Et grâce à une petite caméra de surveillance, témoin silencieux, qui a capturé l'horrible vérité. L'avidité de Marcelo l'a aveuglé au point qu'il n'a pas lu un contrat. Et cette même avidité l'a conduit à commettre un crime qui a détruit sa vie à jamais. Le retournement de situation était total. Le méchant fut non seulement arrêté, mais aussi humilié. Il découvrit que tout son plan machiavélique reposait sur un mensonge qu'il était raconté. Il ne possédait rien. Hélène était que le bénéficiaire d'un sacrifice maternel qu'il méprisait. Et en tentant de détruire la source de ce sacrifice, il se détruisit lui-même. Ce geste dans la piscine N était pas seulement une tentative de meurtre contre Donna Elsa. C'était le suicide social, financier et moral de Marcelo. Il signa son arrêt de mort au moment où il leva la main sur la femme qui lui avait donné la vie. Le détective observe Marcelo monter dans la voiture de police. Il se tourne vers Anna, assise près de l'avocat, et hoche la tête avec respect. « Vous avez été très courageuse et très intelligente. Vous lui avez sauvé la vie, à plus d'un titre. » Anna hoche simplement la tête, les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Justice avait été rendue. Désormais, elle n'avait plus qu'à s'occuper de Donna Elsa, qui se trouvait dans l'autre pièce, enfin en sécurité.
enfin libérée du monstre qu'elle avait involontairement créé. La maison, symbole du sacrifice d'Elsa, serait désormais son havre de paix, comme elle aurait toujours dû, elle, être. Réfléchissons à ce que nous venons de voir. La chute de Marcello a été spectaculaire. C était un château de cartes bâti sur des mensonges, la dépendance et l'ingratitude, et il a suffi d'un souffle de vérité pour que tout s'écroule. Cette vidéo était une preuve irréfutable. La lumière qui a révélé les ténèbres dans le cœur de ce fils. Et la révélation du contrat d'usufruit a été le coup de grâce porté à son arrogance. Il a perdu sa mère, sa petite amie, la maison, qui n'a jamais vraiment été la sienne, et sa liberté. Tout cela pour la promesse d'un voyage de luxe. En valait-il la peine? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il a pu penser au moment où les menottes se sont refermées. La figure de Brenda, sa petite amie, est fondamentale ici. Elle représente l'avidité extérieure, le catalyseur. Elle était le poison que Marcello a bu de son plein gré, et, comme tout parasite, elle l'a abandonné dès qu'il a cessé de lui être utile. Cela nous en apprend beaucoup sur les relations fondées sur l'intérêt personnel. Elles sont éphémères. La seule relation véritable était celle avec Donna Elsa, un amour inconditionnel, et c'est cette relation que Marcello a tenté de détruire. Il a troqué le permanent contre l'éphémère, l'or contre du plastique, et l'abandonner au commissariat N était que la conséquence logique de ses choix désastreux. À cet instant, Donna Elsa était encore sous le choc. Elle avait entendu les cris dehors, elle avait vu son fils emmené. Ce sentiment devait être le plus déroutant au monde, un mélange de douleur face à cette trahison absolue et d'un soulagement terrifiant d'être en vie. Aucune mère ne devrait avoir à vivre cela. Aucune mère ne devrait avoir à choisir entre sa propre vie et celle de son enfant. Mais justice, du moins la justice humaine, était rendue. L'agresseur avait été arrêté. Le cauchemar immédiat était terminé. Le long processus de guérison allait maintenant commencer, si tant est qu'il soit possible. L'avocat, celui qui incarnait la mémoire du père de Marcello et protégeait Elsa, était l'ultime garant de la justice. Il apporta la vérité juridique qui complétait la vérité factuelle des images. La loi est souvent froide, mais, dans ce cas précis, était la protection dont Donna Elsa avait besoin. Le contrat qu'elle avait signé des années auparavant, peut-être même sans en comprendre pleinement la portée, fut son salut. Son sacrifice, la vente de l'appartement, comportait une protection implicite, une protection que Marcello, dans son arrogance d'homme d'affaires, ignora. Il fut pris à son propre piège. Anna, l'aide-soignante, incarne une héroïne improbable. Elle n'était pas de la famille, mais son employée. Elle aurait pu se taire, craindre de perdre son emploi. Pourtant, elle a choisi d'agir avec intégrité. Elle a choisi de protéger la personne âgée et vulnérable dont elle avait la charge. Elle voyait Elsa non pas comme un emploi, mais comme un être humain, comme la grand-mère qu'elle avait adoptée. Son courage est d'avoir installé la caméra et, plus important encore, d'avoir sauté dans la piscine puis confronté Marcello au commissariat a fait basculer le cours de cette histoire. Elle est la preuve qu'une seule personne peut, en effet, tout changer. L'arrestation en flagrant délit était cruciale. Sans la vidéo, Marcello aurait pu être relâché. Il aurait pu engager des avocats coûteux, manipuler sa mère, menacer des témoins. Mais la vidéo était si brutale, si irréfutable, qu'elle ne laissait place à aucun doute. Le commissaire a agi promptement. La tentative de meurtre était manifeste, et la circonstance aggravante de Mobileville, l'appât du gain, la vente de la maison, a scellé son sort. Ce N n'était pas un fils désespéré. C était un prédateur financier, et désormais, il serait traité comme tel. La clé USB qu'Anna avait sur elle était plus puissante que n'importe quelle arme. Elle contenait la vérité. Et dans le monde d'aujourd'hui, où tout est filmé, les criminels doivent se souvenir. Il y a toujours quelqu'un qui les observe. La technologie, qui nous distancie souvent, a ici joué le rôle de témoin oculaire idéal. Elle a donné la parole à Donna Elsa, paralysée par la peur. Elle a confirmé le témoignage d'Anna, qui aurait pu être qualifiée de hystérique,
La caméra était, elle, œil impartial de la justice. L'ironie suprême, bien sûr, réside dans le mobile du crime. Marcelo a ruiné sa vie pour une maison qu'il ne parvenait pas à vendre. C'est plus qu'un simple retournement de situation, c'est une tragique leçon de morale. L'avidité aveugle, elle rend stupide. Obsédé par l'argent facile, sous la pression de sa petite amie, il n'a même pas pris la peine de lire le document le plus important de sa vie financière. Il avait signé son propre piège des années auparavant, un piège tendu par l'avocat de sa mère pour la protéger de lui-même. Peut-être, au fond, son père savait-il déjà quel genre de fils il avait. Le point culminant au commissariat fut l'explosion de toutes les tensions. Le mensonge de Marcelo, le courage d'Anna, le choc d'Elsa, l'arrogance de Brenda, tout s'est heurté sous le regard froid de la justice. Et au final, il ne restait que la vérité. Une vérité laide, brutale, mais nécessaire. Marcelo N. n'était pas victime des circonstances, de la dépendance ou d'une mauvaise petite amie. Il était l'artisan de sa propre chute. La dépendance et sa petite amie N étaient que les catalyseurs d'une personnalité déjà corrompue. Que devient un homme lorsqu'il réalise qu'il a tout gâché pour rien? Ce N n'était pas pour des millions qu'il aurait pu dépenser, mais pour une illusion. Le moment où l'avocat lui explique l'usufruit viager est peut-être une punition pire que les menottes. C'est la prise de conscience de sa propre stupidité. C'est l'instant où il comprend qu'il a été pris au piège non seulement par la cruauté, mais aussi par la bêtise. Et pour un homme arrogant comme Marcelo, c'est un coup dur. Ce n'est pas un génie du crime, c'est un imbécile cupide. La justice divine et la justice humaine étaient indissociables. L'appareil photo d'Anna était l'instrument. Le policier, l'exécuteur, l'avocat, le porteur de la vérité ultime. Et Marcelo? Marcelo était l'exemple même des ravages que peut causer l'ingratitude filiale. Il est la preuve qu'oublier celui qui vous a donné la vie, qui a tout sacrifié pour vous, est le premier pas vers votre propre perte. Cette poussée a scellé son destin bien avant celui de Donna Elsa. Marcelo n'avait plus d'échappatoire. Les menottes froides à ses poignets étaient la réalité qui frappait à sa porte. Cet homme arrogant, qui quelques minutes auparavant hurlait et se croyait le maître du monde, n'était plus qu'un prisonnier, un vulgaire criminel. On le conduisit à la voiture de police sous le regard de tous les présents au commissariat. Chaque pas était une humiliation. Lui, l'homme d'affaires prospère, traîné au sol. Le claquement de la portière de la voiture de police marqua la fin de sa vie telle qu'il la connaissait. Et à quoi pensait-il? Ce haine n'était pas du remords. Ce haine n'était pas de la tristesse pour sa mère. Était de la colère d'avoir été pris, la colère d'avoir été assez stupide pour ignorer l'existence de ce contrat. L'avidité l'avait conduit là, et même en prison, c'est à cela qu'il pensait. Il pensait à l'argent qu'il avait perdu, pas à la mère qu'il avait failli tuer. Et Brenda, celle qui a mis le feu aux poudres, elle a tout observé de l'autre côté de la rue, à l'intérieur de sa voiture de luxe. Elle a vu Marcelo se faire emmener menotté. Et vous croyez qu'elle a fait quoi? Croyez-vous qu'elle est allée le chercher? Qu'elle a promis de l'attendre? Bien sûr que non. Sa loyauté s'arrêtait là où l'argent s'arrêtait. Brenda a démarré, sans hésiter une seconde. Elle a contemplé cette scène pathétique, l'homme qu'elle avait manipulé se faisant arrêter, et l'a vu comme un raté, un problème. Elle a appuyé à fond sur l'accélérateur et a disparu, l'abandonnant devant le commissariat. Marcelo, regardant par la fenêtre de la voiture de patrouille, l'a vu éloigner. Il a perdu sa mère et son amant le même jour. Pendant que le monstre était emmené, Donna Elsa se trouvait dans une autre pièce, soignée par une infirmière et Anna. Elle était enfin en sécurité. Le danger immédiat était passé. Mais le choc la paralysait encore, elle qui avait 86 ans. Que ressent une mère lorsqu'elle voit son propre fils? Celui qu'elle a allaité, celui dont elle a vu les premiers pas arrêtés pour avoir tenté de la tuer. C'est une douleur indicible, c'est le deuil d'un être encore vivant. Elle tremblait, non pas de froid, mais de trahison. Anna la serra dans ses bras, lui disant que tout irait bien. « C'est fini, Donna Elsa, il ne te fera plus de mal, c'est fini. »
Mais Elsa savait que, d'une certaine manière, ce N était que le début. Le cauchemar judiciaire était terminé, mais le traumatisme émotionnel durerait à jamais. Anna, l'aidante, était la véritable héroïne de cette histoire. Hélène n'était pas de sa famille, mais elle a agi avec plus de loyauté et d'amour que son propre fils. Après avoir remis la clé USB, elle n'a pas cessé de veiller sur Donna Elsa. Elle est restée à ses côtés, lui tenant la main. C'est Anna qui a appelé une parente éloignée d'Elsa, une cousine vivant dans une autre ville, pour lui expliquer la situation. Elle a tout organisé pour que Donna Elsa n'ait pas à retourner dans cette maison. Plus maintenant. La maison lui appartenait légitimement, mais elle était souillée par la haine, par l'avidité. Anna a emmené Elsa chez cette parente, s'assurant qu'elle serait en sécurité et bien soignée. Elle n'était pas seulement une aidante, elle était un ange gardien, un instrument de justice. Marcelo n'a pas été libéré sous caution. La tentative d'homicide aggravée sur une femme âgée, pour un mobile abject et en utilisant une méthode empêchant la victime de se défendre, elle ne savait pas nager, était un crime odieux. Il a été directement incarcéré en attendant son procès. La chute a été brutale. De sa luxueuse suite à une cellule froide et surpeuplée, l'homme qui méprisait sa mère, la considérant comme un fardeau, dépendait désormais du système pour se nourrir. L'ironie est frappante. La justice humaine, en l'occurrence, a été expéditive. La vidéo était une preuve irréfutable. Il n'y avait aucune défense. Aucun avocat ne pouvait prétendre qu'il avait commis une erreur après la diffusion des images. Il était fini et complètement seul. Et la maison, ce symbole de réussite que Marcelo chérissait tant et pour lequel il était prêt à tuer, la maison acquise au prix de la sueur et des sacrifices de Donna Elsa, juridiquement, elle restait la propriété de Marcelo sur le papier, mais il ne pouvait rien en faire. Impossible de la vendre, de la louer, de l'utiliser comme garantie. L'usufruit viager de Donna Elsa était une chaîne de fer. La maison N était plus qu'une prison luxueuse et vide. Un monument à sa propre stupidité, et piégé, sans revenus, ses dettes, y compris les impôts fonciers, allaient s'accumuler. La maison qu'il considérait comme son salut financier allait en réalité être sa ruine. Les jours suivants, chez sa cousine, Donna Elsa commença à assimiler ce qui était passé. C était une femme douce, une ancienne institutrice. Elle n'éprouvait aucune haine. Ce qu'elle ressentait, était une profonde tristesse, une tristesse qui semblait sans fond. Elle pleurait le fils qu'elle avait perdu. Non pas le monstre qui l'avait poussé dans la piscine, mais le garçon qu'elle avait élevé, le jeune homme qu'elle avait vu obtenir son diplôme. Elle se demandait où elle avait failli. Mais Anna et l'avocat la réconfortèrent, lui disant que l'erreur N n'était pas la sienne. L'erreur était la sienne. Peu à peu, elle commença à comprendre. Elle comprit que justice devait être faite. Elle comprit que si Marcelo N n'était pas arrêté, il la tuerait. Elle était triste, certes, mais elle était vivante. L'histoire de Marcelo est un avertissement sombre sur les ravages que peut causer l'avidité. L'avidité aveugle. Elle aveugle au point qu'un fils, regardant sa mère qui lui a tout donné, ne voit plus qu'un obstacle. Il ne voyait plus la femme qui nettoyait les sols pour financer ses études. Il ne voyait plus qu'un chiffre, une somme d'argent qu'il voulait dépenser pour une inconnue afin de rembourser ses dettes de jeu. L'avidité, mes amis, est un acide. Elle ronge l'âme, elle détruit le caractère, la morale, la famille. Marcelo avait une mère aimante, une maison, une entreprise. Il avait tout, mais l'avidité lui a dit que ce N n'était pas suffisant. Et dans sa quête du « toujours plus », il a tout perdu. Et l'ingratitude. C'est peut-être le thème central le plus douloureux de toute cette histoire. L'ingratitude envers celui qui vous a donné la vie est, comme le veut la morale, le pire des crimes. Donna Elsa a sacrifié son corps, son temps, son avenir financier. Elle a vendu son seul bien. Elle lui a donné les moyens de construire sa vie. Et quel fut sa remerciement? Être traité de fardeau, être poussé vers la mort.
L'ingratitude filiale est un coup de poignard au cœur de celui qui ne savait qu'aimer. C'est la trahison ultime. Marcelo a oublié le sacrifice des autres. Il a oublié les nuits où sa mère corrigeait des copies aux aurores pour qu'il puisse dormir. Il a oublié d'où il venait. Et celui qui oublie d'où il vient ne sait pas où il va, si ce n'est au fond du puits. Beaucoup se demandent sans doute, et Brenda, la petite amie manipulatrice, s'en est-elle tirée à bon compte? Aux yeux des hommes, oui. Elle n'a pas poussé Donna Elsa, elle n'a rien signé. Mais devant le tribunal de la vie, l'histoire est tout autre. Brenda a quitté Marcelo et a pris sa voiture. Mais la voiture, comme la maison, était criblée de dettes et de prêts impayés. La banque allait bientôt la saisir. Elle s'est engagée dans une relation avec un homme ruiné. Elle a perdu son parrain. Désormais, en ville, on la connaissait comme la femme qui avait incité un homme à tenter de tuer sa propre mère. Elle est devenue une paria. Son avidité l'a aussi laissé les mains vides. Elle a cherché l'or, mais a fini à la poubelle, là où est sa place. Donna Elsa, quant à elle, trouva un nouveau départ dans son deuil. Elle décida de ne plus jamais retourner dans cette maison. La cousine qui l'avait accueillie, voyant, elle, état de cette femme si fragile, insista pour qu'elle reste. La communauté paroissiale prit Donna Elsa à bras ouverts. Celle qui s'était sentie si seule ces dernières années, même en vivant avec son fils, était désormais entourée de personnes bienveillantes. Anna continuait de lui rendre visite, non plus comme une aide-soignante rémunérée, mais comme une petite fille de cœur. Peu à peu, Donna Elsa retrouva la paix. Elle avait perdu un fils biologique, mais avait gagné une véritable famille. Elle comprit que la vraie valeur ne résidait pas dans le luxe de la maison, mais dans le respect et l'amour qu'elle recevait enfin. Le procès de Marcelo fut expéditif. Face aux images de la caméra de surveillance, la défense n'eut d'autre choix. L'avocat, qui semblait être un juriste de second ordre, tenta de plaider la crise psychotique ou le moment de tension. Mais l'enregistrement audio était sans équivoque. La dispute concernant la vente de la maison révéla le mobile odieux. Le plaidoyer de Donna Elsa, je ne sais pas nager, prouva qu'il était parfaitement conscient de ses actes. Le jury délibéra moins d'une heure avant de rendre son verdict coupable. Coupable de tentative de meurtre avec 3 circonstances aggravantes. La peine fut lourde, des années et des années d'emprisonnement en régime fermé. Cet homme de 48 ans passerait probablement le reste de sa vie active derrière les barreaux, à payer pour le crime qu'il avait commis. Donna Elsa n'est pas allée au procès. Elle n'avait pas la force d'affronter à nouveau son fils. Elle ne voulait pas revivre cette cauchemar. Elle a fait sa déposition chez elle, à un huissier. Ce fut un moment douloureux de devoir raconter comment son fils l'avait jetée dans la piscine. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait pour que justice soit faite. Elle l'a fait pour qu'il ne puisse plus jamais faire ça à personne. Elle a pleuré en signant la déposition. C'était la signature finale, l'acte qui a scellé le destin de son fils. L'aimait-elle? Une partie d'elle, la mère, aimerait toujours le bébé qu'elle avait tenu dans ses bras. Mais elle avait peur du monstre qu'il était devenu, et elle comprenait que la seule place pour ce monstre était loin de la société. Quand Marcelo entendit la sentence, il ne pleura pas. Il ne demanda pas pardon. Il resta immobile, le regard froid. Le masque était définitivement tombé. Il n'avait plus besoin de feindre l'amour d'un fils. La haine qu'il ressentait désormais était dirigée contre le système, contre Anna, contre l'avocat, et même contre sa propre mère pour l'avoir piégé avec ce contrat. Dans son esprit déformé, il était toujours la victime. Victime d'une mère qui refusait de lui donner la maison, d'une petite amie qui le harcelait, d'une aide-soignante qui le filmait. Jamais, pas une seconde, il n'assuma la responsabilité de ses actes. La prison ne serait pas un lieu de réhabilitation pour lui, ce ne serait qu'un lieu où il ruminerait sa haine. Cette histoire nous enseigne aussi une leçon précieuse sur la manipulation et les mauvaises influences. Marcelo était déjà accro au jeu. La cupidité était déjà en germe chez lui. Mais Brenda a été l'accélérateur. C'est elle qui a laissé libre cours à ses pires instincts. Elle l'a forcé à choisir entre elle et sa mère, et il a fait le mauvais choix. Ceci est un avertissement. Choisissez avec soin les personnes que vous laissez entrer dans votre vie.
Méfiez-vous de ceux qui vous montent contre votre propre famille, ceux qui exigent des preuves d'amour, impliquant argent, luxe et abandon de ceux qui ont toujours été à vos côtés. Le véritable amour unit, il ne divise pas. Le véritable amour protège la famille, il ne la détruit pas pour un voyage. Parlons de la force de Donna Elsa, victime, certes, mais aussi survivante. Cette femme de 86 ans, à mobilité réduite, a été jetée dans une piscine pour y être noyée. Elle a survécu. Elle a survécu à l'eau et elle a survécu à la trahison. Elle a trouvé la force d'aller de l'avant. Elle a accepté l'aide d'Anna et de sa cousine. Elle n'a pas laissé la haine ni la tristesse la consumer. Elle a choisi de vivre. Elle a choisi la paix. La résilience de cette femme est une source d'inspiration. Elle nous montre que, même après le pire des traumatismes, même après la pire des trahisons, il est possible de trouver la lumière. Il est possible de trouver un nouveau sens à sa vie et de nouvelles personnes qui nous accordent la valeur que nous méritons. Le rôle d'Anna mérite d'être souligné. Elle représente l'antithèse morale de Marcelo, tandis que le fils, lié par le sang, l'a trahi, l'étranger, animé d'un simple devoir professionnel, l'a aimé. Anna incarne la bonté désintéressée. Elle n'en a rien tiré. Elle a probablement perdu son emploi, puisque Donna Elsa est allée vivre chez sa cousine. Mais elle a agi avec droiture. Elle nous rappelle que la famille ne se limite pas aux liens du sang. La famille, c'est celle qui nous protège. La famille, c'est celle qui se jette à l'eau pour nous sauver, quitte à se mouiller. Anna était la famille que Donna Elsa méritait et que Marcelo n'a jamais su être. Elle était la fille véritable. Marcelo étant emprisonné depuis des décennies et les dettes s'accumulant, qu'advint-il de la maison? L'avocat de Donna Elsa, agissant en son nom, porta l'affaire devant les tribunaux. Marcelo étant en défaut de paiement d'impôts et de dettes contractées au nom de la société, en utilisant la maison comme garantie abusive, celle-ci devait être vendue aux enchères. Mais le droit d'usufruit de Donna Elsa primait. Elle avait le droit d'y vivre. Lors d'un accord à l'amiable, il fut décidé que la maison serait vendue pour rembourser les créanciers de Marcelo, mais qu'une part importante de sa valeur, correspondant au sacrifice initial d'Elsa et à son droit au logement, lui serait restituée. Elle ne se retrouva pas sans ressources. Finalement, la justice fit en sorte que son sacrifice ne soit pas vain. Il est important de noter que Marcelo n'a jamais manifesté le moindre remords. Aucune lettre de prison ne lui a demandé pardon. Aucun appel à sa mère. Son cœur était endurci. L'avidité et la haine l'ont consumé. Pour lui, sa mère est morte ce jour-là, non pas parce qu'il l'avait tuée, mais parce qu'elle l'avait trahi en refusant de lui donner l'argent. Son esprit était si perverti qu'il était devenu incapable de voir sa propre monstruosité. Et c'est peut-être là le véritable enfer. Vivre prisonnier, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, dans un cycle de haine et de culpabilité, où l'on est toujours la victime et jamais l'agresseur. Marcelo s'est condamné lui-même à cela. Le dénouement de cette histoire réside dans l'affrontement final entre le sacrifice et l'avidité. Le sacrifice d'Elsa, la vente de son appartement, était un acte d'amour pur, un investissement pour l'avenir. L'avidité de Marcelo, sa volonté de vendre la maison, était un acte d'égoïsme pur, une destruction du passé. Finalement, le sacrifice a triomphé. L'amour d'Elsa, manifesté dans le contrat d'usufruit, fut l'armure qui la protégea, même à son insu. Et l'amour d'Anna fut l'épée qui la sauva. L'avidité de Marcelo causa sa perte. Il creusa sa propre tombe. Cette histoire nous enseigne que l'on récolte ce que l'on sème. Elsa sema l'amour et le sacrifice, et récolta la sécurité et une nouvelle famille. Marcelo sema l'avidité et la haine, et récolta la prison. Et vous, spectateurs, que feriez-vous à la place d'Anna? Auriez-vous le courage d'installer une caméra, de vous jeter à l'eau, d'affronter votre supérieur au commissariat? Il est facile de juger, mais dans les moments difficiles, le courage est une denrée rare. Anna en est un exemple. Et que feriez-vous à la place de Donna Elsa? Pourriez-vous pardonner à un fils comme lui?
Lui rendriez-vous visite en prison? C'est une question impossible à trancher. La douleur d'une mère est un océan que nul ne peut sonder de l'extérieur. Ce que nous pouvons faire, c'est examiner nos propres vies. Comment traitons-nous nos parents? Comment traitons-nous les personnes âgées qui nous entourent? Honorons-nous les sacrifices qu'elles ont consentis pour nous? L'eau de cette piscine devint un symbole puissant. Pour Marcelo, C était une arme. Un moyen facile et silencieux de se débarrasser d'un problème. Il voulait que l'eau efface sa mère, efface ses dettes. Mais l'eau, qui aurait dû être synonyme de mort, devint un lieu de renaissance. C'est de cette eau qu'Anna tira Donna Elsa. C'est cette scène dans l'eau qui fut filmée et devint la preuve de la justice. Cette même eau que Marcelo avait utilisée pour tenter de tuer était celle qui révéla son crime. L'eau dévoila la vérité. Elle purifia la souillure, exposant le monstre qui se cachait sous le masque du bon fils. Et Donna Elsa, émergeant de cette eau baptisée par la terreur, s'en alla vers une nouvelle vie, loin de lui. Le temps passa. Donna Elsa vécut ces dernières années entourée d'une affection sincère chez sa cousine. Elle ne revit jamais Marcelo. Elle choisit consciemment de garder en mémoire l'image de son jeune fils, le garçon qu'elle emmenait à l'école, et d'effacer celle du monstre de la piscine. Elle trouvait la paix dans les petites choses, au jardin, lors des visites d'Anna, qui amenait désormais son propre bébé pour que grand-mère Elsa puisse le voir. Dans les conversations avec ses amis et de l'église, elle se éteignit de cause naturelle, des années plus tard, dans son sommeil. Elle mourut paisiblement, sachant qu'elle était en sécurité et que justice avait été rendue. Bien que le cœur de sa mère portât la cicatrice indélébile de la trahison, son âme était légère. Elle avait accompli sa mission, elle avait survécu. L'histoire de Donna Elsa et Marcelo est une tragédie moderne, mais surtout, c'est une leçon. Une leçon sur la valeur de la vie et le prix de l'avidité. Elle nous enseigne que le véritable sacrifice, l'amour maternel, crée des protections insoupçonnées, comme un bail. Et elle nous enseigne que l'ingratitude est une voie sans retour, menant tout droit à la destruction. Marcelo a oublié qui lui a donné la vie, et ce faisant, il s'est effacé de la mémoire collective. Puisse cette histoire servir d'avertissement. Honorez votre père et votre mère. Honorez les sacrifices qu'ils ont faits pour vous, car au final, l'argent disparaît, les Brenda s'effacent, et il ne reste que la famille. Et celui qui trahit sa famille, il ne reste rien. Cette histoire m'a profondément touché. Et vous? Qu'avez-vous pensé du sort de Marcelo et du courage de Donna Elsa et Anna? Partagez votre avis sincère dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à la place de l'aidant. Pensez-vous que justice a été rendue pour le crime commis par ce fils? Votre opinion compte beaucoup pour nous. Si vous avez été ému, indigné, et si vous pensez que justice a été faite, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire aussi émouvante, et bien sûr, de la partager. Partagez-la dans le groupe familial pour que davantage de personnes puissent voir cette histoire et en comprendre la leçon. L'ingratitude envers ceux qui nous ont donné la vie est le pire des crimes. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle histoire.